On fait du Duralex, ça doit être parfait. Quand ils achètent, ils ont la super qualité. Il faut les soutenir, donc... Et c'est costaud. Zine, c'est une institution, c'est bien connu. Oui. Ça fait travailler beaucoup de monde, tout. Dans ma famille, on fournit tous les présidents de la République depuis le général de Gaulle. Donc là, on l'a avec la laine, le cuir, un petit bord en joli, couleur. ouais. Il Le est bord de super. couleur est Il magnifique. est magnifique. Je confirme, il est moelleux. Le goût est bien présent. On a fait un gros focus sur la région, produit en Ile-de-France. On fait des biscuits à la mimolette, au comté, à la tomate. On a 4 références. C'est un métier qui est devenu très rare en France. On a du mal à trouver. Je m'étais tourné aussi vers l'étranger, mais ça n'a pas fonctionné. Pour vous, c'est un peu la perle rare, voilà, Oui. pour moi. Bah, en plus, ça gâche pas, il est sympa. Donc, C'est des verres à bière. Ça, c'est le verre à bière. Ça, c'est le verre à bière. Verre à bière, on en fait un vase aussi. On peut en faire un vase. On est déjà à 10 000 balles. Attention, stop, 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 stop. C'est une angoisse. Personne à New York aura des gants comme ça. Hein. C'est la doyenne. Elle en a formé les ouvrières. 55 ans que je le supporte. Moi, j'ai un CAP électromécanicien à BEP de Marmorse. Je souhaite intégrer le conseil d'administration pour être au plus proche des décisions. En train de chercher mon mot, là. Non, je l'ai pas. Je n'ai pas fait l'ENA. Parce que je suis quand même assez ému, moi. Quand je pense à mon grand-père, à mes parents, à tout ça. C'est bon. Allez, allez. Ça va. C'est du Duralex, c'est pas chinois. Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. Je suis au salon du Made in France. Ici, la star cette année, c'est une marque que vous connaissez depuis l'enfance, Duralex. Ce célèbre fabricant de verre était au bord du gouffre il y a un an. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par ses salariés et les Français sont prêts à la sauver. On va vous demander de faire un beau sourire et d'être patient. Bon courage. Merci. Merci à vous. Le courage, on n'en manque pas. Leur appel à l'aide n'a pas échappé aux Français. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci pour votre soutien. Sur le stand Duralex au salon du Made in France, les clients n'ont qu'une idée en tête. Il faut qu'on les soutienne, il faut soutenir notre industrie. Un engouement que les salariés n'imaginaient sans doute pas il y a un an, quand ils ont repris l'entreprise sous forme de Scope, une société coopérative. Je trouve leur aventure extraordinaire d'avoir repris l'entreprise et c'est vraiment la tradition française, donc ça fait plaisir. Et si on en prend deux, il y a 50% sur le deuxième. Je fais même l'article. Non, ça nous fait plaisir de sauver une marque qui est quand même connue, qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Hein. Oui, voilà. Duralex. Mais merci pour votre achat. Hein. Merci à vous, en tout cas. C'est ça le truc qui est génial, c'est qu'ils viennent te soutenir en achetant. Nous avons suivi pendant un an en exclusivité ce combat pour redresser Duralex, mais aussi le quotidien d'autres champions du Made in France. Pour les ouvriers et les patrons, fabriquer chez nous, ce sont certes des contraintes et des risques, mais à la clé, ce sont des milliers d'emplois sauvegardés. C'est signé Esther Goldman. Sur les bords de Loire, à quelques kilomètres d'Orléans, c'est un nom qui fait la fierté de la région depuis 80 ans. Duralex. Nous commençons notre tournage en septembre 2024. Ce matin-là, François Marciano, le directeur général, est l'un des premiers arrivés. Comme souvent, il démarre par une petite inspection. C'est quoi ce bordel? Il devrait y avoir un mec là. Le gars, il doit être assis là. Là, il manque quelqu'un là. Et elle doit faire quoi la personne? Surveillez qu'il n'y a pas de dépôt. Là, je suis pas d'accord. Donc c'est pas normal. Là, il y a un problème. Ah, ça, c'est des petits loupés qu'il va falloir que je serre encore plus. Ça, j'admets pas, moi. Alors, on fait du Duralex, ça doit être parfait. Il ne doit pas y avoir de défaut. Oh, regarde. Ah. Mais c'est là, Ça? Voilà. Cela fait un mois que François a repris officiellement la tête de l'entreprise. Elle est encore fragile, alors il est plus que jamais exigeant. Il y avait un niveau de qualité qui était là chez Duralex. Avec la Scope, on l'a monté là.
Cette nouvelle rigueur, il doit l'imposer à tous ses nouveaux associés. C'est surtout le changement culturel, le changement d'habitude. C'est ça qui est compliqué. C'est de dire non, non, on change, on fait plus comme avant. Ça, c'est un vrai souci. Il n'y a pas de sondeur? Hein? Il n'y a pas de sondeur? Qui, elle a été derrière, vider les brouettes? Tu peux reprendre la dernière palette, il y a de la merde. Ah, bon, voilà. Ça va mettre de côté. Là. Ok, merci. Un petit incident, mais pas de quoi le mettre de mauvaise humeur. Car depuis peu, l'entreprise est devenue une coopérative, une SCOP. Alors à l'emballage, tout le monde a le sourire. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Les associés, parce que maintenant on dit les associés. Hein. Vous êtes des associés. Hein. Ça va, vous n'avez pas beaucoup de rebut? Non. On va montrer que quand ils achètent du Duralex, ils ont la super qualité. Hein. C'est hyper important pour la suite de la SCOP. Ces salariés sont devenus leurs propres patrons. Reprendre leur entreprise, c'était pour eux le seul moyen de sauver leur emploi. Toute l'équipe qui est là était licenciée avec les entrepreneurs. Donc déjà, voilà pourquoi on s'est battu aussi. Hein. On s'est battu pour l'équipe parce que on ne peut pas laisser des personnes être licenciées. Alors qu'en plus, je ne vois vraiment pas comment ils auraient fait, par exemple, pour mettre les couvercles sans les personnes. Hein. Donc c'est simplement un exemple. Et il y en a une multitude comme ça. Sans cette équipe-là, on perdait une grande partie du chiffre d'affaires. Hein. De l'emballage à la comptabilité, Un petit point comme ça. en passant par le service marketing, François dirige 226 salariés. Et tous sont très fiers de ce qui fait la réputation de l'entreprise, la qualité de leurs verres. Nos verres, ils sont 3,5 fois plus costauds que les autres verres, parce qu'ils sont trempés. Donc, quand tu le jettes à terre, voilà. Et si vous le refaites une deuxième fois, ça marche? On le fait? C'est du Duralex. C'est pour ça, c'est pas chinois. Duralex, c'est surtout un nom qui a bercé notre enfance. Dans les cantines, on trouve le verre gigogne dès le lancement de la marque en 1945. Sa solidité en fait une vaisselle idéale pour affronter les maladresses des tout-petits. Et c'est là que va naître la légende. Il y a 4 ans. Et moi, dans mon verre, c'est 39 ans. Dites-moi, François, il y a toujours le numéro dedans? Ah, il y a toujours le numéro, il y a toujours l'âge. Dans tous les produits Duralex, il y a l'âge. Et en vrai, c'est quoi? C'est l'âge. C'est le numéro du moule, en fait. Hein. Ça permet une traçabilité totale. Vous me donnez un verre, on va vous dire elle a été fabriquée tel mois, tel jour, sur telle machine. Cette solidité exceptionnelle est issue d'une technologie inventée par Saint-Gobain. Le verre trempé. La goutte de verre en fusion sort du four à 1600 degrés, pour être ensuite refroidie à 20 degrés. C'est ce choc thermique qui le rend si résistant. Duralex. Duralex ne s'ébrèche pas. À partir des années 60, la gamme s'étoffe, les ventes décollent et Duralex s'exporte dans 140 pays. Certains produits deviennent iconiques, comme le verre Picardie. James Bond en personne y boit son whisky. Aujourd'hui, l'avenir de la marque est donc entre les mains de ses salariés. Sur le papier, c'est un beau projet. Mais encore faut-il que tout le monde y adhère. Dès que tu repères un adhérent non SCOP, tu me le dis. Bérangère et Alexia sont déléguées syndicales. Ce matin, elles doivent convaincre les ouvriers de payer 500 € pour faire partie de la SCOP. Salut. Bien. Ben voilà, Franck. Voilà. C'est quoi tes motivations pour dire qu'en fait, tu ne veux pas adhérer à la SCOP? Je ne veux pas adhérer à la SCOP parce que je n'étais pas prêt, moralement, financièrement. Donc, je n'étais pas prêt pour être actionnaire. Donc, pour l'instant, j'essaie de voir comment ça fonctionne. Si réellement ça marche comme ça, pourquoi pas demain?
Ah non, moi je veux pas, moi. Tu veux bien quand même me... Vous savez ce que je pense de la SCOP, du système. Moi je sais pas, j'en ai jamais parlé mais avec toi. Mais moi j'ai plus envie d'en parler, Bérangère. Excuse-moi, j'ai plus envie d'en parler. J'en ai trop parlé. Après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez nous expliquer à nous parce que Non, j'en ai trop dit. Comme lui, un tiers des salariés refusent d'entrer dans la coopérative, un choix qui pourrait nuire au bon fonctionnement de la société. C'est pas gagné, hein? Ouais, non. Non, c'est pas gagné, on verra bien. Moi, je pense que c'est parce qu'on sort du cadre d'une société standard et que du coup, ça effraie. Tout le monde n'a pas envie d'être patron, quoi. Ou investi à 2000%. Pour certaines personnes, le boulot, c'est j'arrive le matin, je pars le soir, je fais mon boulot et je vais pas au-delà. Mais les deux syndicalistes ne se découragent pas. Elles tiennent à convaincre la totalité des salariés de faire partie de l'aventure. Et maintenant, j'ai adoré. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah, cool, bienvenue parmi nous. Oui. J'avais beaucoup de freins, donc j'avais l'achat de la voiture pour la petite. Donc, ouais. J'ai le papier si tu veux. Là, c'est parti maintenant. On est un peu propriétaire de notre boîte, quoi. Donc, moi, en tout cas, j'ai 32 ans. À 32 ans, je pensais pas du tout en arriver là aujourd'hui, quoi. C'est un projet fou. Il y a que chez Duralex qu'on voit des trucs comme ça, quoi. Ouais. Aujourd'hui, 178 salariés font partie de la SCOP. Ils ont mis 500 € chacun. Mais cela ne suffit pas à relancer cette grande entreprise. François a besoin de beaucoup plus d'argent. Et au niveau de la gestion, il n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je pilote ça à l'ancienne. J'ai un billet de 100, je dépense 90 et je mets 10 de côté. Mais c'est quand même très compliqué, quoi. Et on pourrait aller beaucoup plus vite dans le développement de cette entreprise si on avait un petit coup de pouce quand même. Il a demandé 15 millions d'euros au ministère de l'économie, qui accorde des prêts à des entreprises situées en France. Et voilà ce qui lui a été répondu. Au démarrage, il nous proposait 583 800 € à 14%, qui après ont été baissés à 11%. Puis finalement, le dernier ministre nous a rappelé en disant bon, ce sera 750 au même taux que les banques. Donc on était plutôt contents déjà parce que ça s'améliore. Mais bon, là je vois le tableau qui est tombé et je me dis non, c'est quand même pas, c'est pas très équitable tout ça. Hein. Ce qui agace le nouveau patron, c'est surtout que l'État aurait tendance à prêter des fortunes à des multinationales pas franchement made in France. Ils ont donné à des entreprises comme Arc, Arc International, c'est quand même américain, c'est 100% américain. Et ils font du verre. Et ils font du verre aussi, oui. Donc ils leur donnent 128 millions en 2022, ils leur donnent 22 millions en 2023. Tu prends Brandt, l'actionnariat, il n'est pas français. Ils ont donné 5 millions. Air Austral, 30 millions, etc. Puis si tu descends cette liste, tu arrives à... Tiens, le dernier, c'est une SCOP. C'est Duralex, 750 000. Nous, on est une entreprise, une industrie lourde, au milieu de la France, qui est détenue par des ouvriers, donc par des Français. Et on n'a que 750 000. Mais on ne comprend pas. François et son équipe ont peu d'argent, mais ils ont des idées. Depuis qu'ils ont repris les rênes de l'entreprise, ils ont modernisé leur gamme en multipliant les couleurs pour le Picardie, leur verre iconique. Pas besoin de changer les moules de fabrication, il suffit juste d'ajouter des pigments colorés et ils l'espèrent, les ventes vont décoller. En fait, chaque couleur a sa région sur le globe. De prédilection, voilà. Ouais, c'est ça, chaque couleur. En fait, les Espagnols adorent le vert. Les Françaises adorent le rose, mais c'est des Françaises. Le bleu, c'est les pays nordiques. Désormais, avec Nicolas, son directeur industriel, ils veulent aller encore plus loin. Monter en gamme et lancer un modèle qui n'a jamais été produit. Un verre tout noir et opaque. Ce nouveau verre noir doit être prêt avant l'ouverture du premier magasin d'usine Duralex, dans quelques mois. Mais la France
ce n'est pas seulement l'industrie lourde. Ce qui fait rayonner notre pays, c'est quelque chose que les autres n'ont pas, notre image. Chic, glamour, raffiné, la France fait vendre. Mais à l'ombre des géants, il y a des petites entreprises centenaires qui ont plus de mal à exister. Comme cette marque qui fabrique des gants de luxe. J'adore. La Maison Fabre. Elle est installée au cœur de l'Aveyron, à Millau, longtemps considérée comme la capitale du cuir et du gant. Combien il y a de paires, Stéphanie, en tufferie, en saddle brown? Aujourd'hui, Olivier, son patron, prépare une collaboration avec une marque de jeans made in France. Et le jean, il est coupé déjà? Je crois que je l'ai vu. Ah oui, il est là. Si sa petite entreprise de 15 salariés s'est fait connaître, c'est parce qu'elle a ganté les plus grandes stars de la planète. Comme Beyoncé ou Nicole Kidman. J'ai des petites merveilles. Donc ici, une paire de gants qu'on avait faite pour un clip de Madonna. Et donc vous allez avoir le gant. Et en fait, l'idée, c'était de donner un côté un peu armure, moyenâgeuse. Et en fait, c'est de la dentelle au fil d'argent. Bien sûr, de la dentelle française avec le cuir. Et voilà, par exemple, une des paires que porte Brigitte Macron très fièrement, d'ailleurs. Et on en est vraiment emballé. Mais la Maison Fabre... Et toi, le tri? C'est surtout un nom de famille. Qui pas de piqué? Celui d'Olivier, de son frère Jean-Marc. Il y a quelques-unes quand même qui ont des défauts. Hein. Ouais, je les vois. Non, là... Et celui de leur père, Louis. Ah. Comment ça va? 84 ans. Ah ouais. Il y a aussi des jerseys. Attends, viens, on va se mettre là. C'est les archives, les trésors du père Fabre. En plus, c'est des 300 grammes. Hein. Ouais, la soie, elle est magnifique. Ça, c'est des soies qui n'existent plus. Hein. Ça date de quand, tu dirais ça? Par 25 à 30 ans, voilà. Ah, oui. Tout simple, il y avait du personnel à l'époque qui savait travailler et il y avait du monde. C'est Étienne Fabre, le grand-père de Louis, qui fonde la manufacture en 1924. À son âge d'or, dans les années 50, elle emploie près de 350 salariés. L'usine fabrique alors des dizaines de milliers de gants pour l'armée. Mais peu à peu, la concurrence à bas coût venue des pays asiatiques met à mal l'entreprise. Et en 1995, autre coup de grâce, la Maison Fabre perd son juteux contrat avec l'État français. C'est le dépôt de bilan. Tout est tombé. Les boîtes sont tombées une après l'autre. Parce qu'elles avaient de moins en moins de travail. Tous les marchés, on les perdait. Trop cher, trop cher, trop cher, trop cher. Bon, je suis content qu'il ait repris. Et d'ailleurs, on est toujours là. Ils ont quelques problèmes, parce que des fois, c'est pas facile. Vous êtes fiers? Ah oui. Ah oui. Vous êtes fiers de vos fils? Mais monsieur, je suis ému. Parce que je suis quand même assez ému, moi. Quand je pense à mon grand-père, à mes parents, à tout ça, ça me travaille. Mais bon, c'est bien. Ça va. Allez. Jean-Marc et Olivier ont beau faire la fierté de leur père. Dans l'atelier, on est loin de la splendeur d'antan. Sur les 350 couturières des débuts, il n'y a plus que 5 rescapés. Allez, Lou. Lou, vous faites les pouces pour qui, vous, là, vous? Comme Jacqueline, 80 ans, Bon, très bien. qui refuse de prendre sa retraite. 55 ans que je le supporte. Les gens conformes, c'est pour les garder une vie, nous. Il ne faut pas qu'ils partent. Hein. Voilà, donc après, c'est un peu la famille. Hein. C'est la doyenne. Elle en a formé, les ouvrières. Vous avez formé combien? Compte plus. C'est plus compté. 30. Ouais, 30, peut-être plus, oui. Elena, elle, est là depuis 2 ans. Après une première vie de couturière dans le textile au Portugal. Quand je suis arrivée en France, je me suis dit je vais y arriver parce que je connais la couture et je peux le faire. Mais quand je suis rentrée dedans, au moment je me dis oh là là, quel casse-tête, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Et bon, après j'ai réussi. Il faut bien une année entière pour faire des gants correctement bien faits. Et il y a encore. Les gestes sont précis et minutieux.
fabriquer une paire de gants nécessite 4 heures de labeur. À la grande époque, Maison Fabre produisait près de 200 000 paires par an. Aujourd'hui, ce n'est plus que quelques milliers. Mais il y a un nouvel espoir. Un appel d'offres lancé par l'armée. C'est Jean-Marc, j'ai amené le cahier des charges, voilà, donc du coup... Un retour aux sources pour la Maison Fabre. En fait, on retrouve un peu le gant administration que faisait papa à l'époque. Donc on est sur un gant pour l'administration qui sera noir, homme, 3 baguettes. Le volume de la commande pourrait mettre la ganterie à l'abri. Le marché là, auquel on se missionne, c'est entre 50 et 350 000 paires à peu près, hein, sur 4 ans. Hein. Et c'est un métier de niche qu'on a, donc c'est très intéressant d'avoir une administration ou un client qui nous permet de livrer, quelle que soit la saison. Ça représente l'avenir, parce qu'en fait, ça bouleverse tout. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que on a beau se battre dans tous les sens, ça reste super difficile. Là, c'est un bouleversement. On renverse la table. Enfin, il faut utiliser les mots. C'est un truc de dingue. S'ils gagnent l'appel d'offres, Olivier et Jean-Marc vont devoir renforcer leurs équipes et trouver de la matière première en énorme quantité. Écoute, voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. On va voir ce que ça donne. Oui. Mais ce marché, pour la première fois, on y répond. C'est lourd, mais ça vaut le coup. Mais remporter un appel d'offres face à des multinationales, c'est loin d'être gagné pour cette PME française. Nos savoir-faire ancestraux, c'est la force du Made in France. Alors pour éviter qu'ils disparaissent, il faut à tout prix les transmettre aux jeunes générations. Notre enquête se poursuit à Albi. Alors que la ville dort encore, Thomas n'a pas hésité à enfourcher son vélo pour venir travailler. Il est à peine 6 heures du matin. Le rythme, il se prend. Moi, ça m'arrange, ça me laisse une après-midi et je peux derrière faire des trucs, travailler, tout ça. On finit à 14h15, c'est plutôt propre. Ce jeune très motivé travaille à la fonderie Gilet. Derrière ces murs se cache un trésor du patrimoine industriel français. Cette antre volcanique, c'est la plus vieille fonderie de France. Le soleil. Ah, viens toi. Ça va bien? Ici, on fait un vrai travail d'orfèvre. Allez, c'est parti! La fonderie Gilet est spécialisée dans les pièces de très haute précision. Dans ces hangars, on crée des éléments métalliques qui équipent le char Leclerc, les TGV ou les centrales nucléaires. Thomas est arrivé il y a à peine une semaine à la fonderie. Un Thomas. Ouais, Thomas. Tu l'aimes ton métier, Thomas? Bah oui. Pourtant, aujourd'hui, il va devoir apprendre un geste très technique. Vous allez d'abord couler les Contitech au fond. Ouais. Et après, vous revenez ici, on ferme les montauban. Ouais. Et on coule les montauban. Non, la coulée. Les noix, et après, on recoule le montauban. Okay. Là, on va transvaser. Ok. Prends une veste. Ouais. Thomas, tu restes à la pompe. Pour la première fois ce matin, Thomas va couler de l'aluminium dans un moule. L'aluminium, c'est le métal le plus dangereux. Comme il est très visqueux, le risque de projection est maximal. Alors pour se protéger, il se transforme en volcanologue. Thomas est prêt à affronter le métal en fusion à plus de 700 degrés. Son instructeur du jour, c'est Soleil, 9 ans de maison. Je vais te montrer. À 3/4, t'as dit? Ouais, je vais te montrer à peu près la quantité qu'il faut prendre. Un professeur intransigeant pour qui la fonderie, ça ne s'apprend pas vraiment dans les manuels. Un moule et le louche. Et on en fait un chacun. On a eu quelques échanges avec Thomas. Je lui ai dit que la théorie et pratique, c'est pas pareil du tout. Là, il m'a dit, t'as raison, Soleil, je vois des choses qu'en théorie, c'est bien, mais en pratique, quand ça n'a rien à voir. Je dis, sur le terrain, c'est pas pareil que quand t'es à l'école, écrire, non. T'arriveras à prendre une louche pleine? Sûr? Allez. Thomas commence par écumer,
pour retirer les impuretés du bain d'aluminium en fusion. C'est bon, Thomas, tu peux y aller. Ouais. 20 mètres à parcourir avec une louche de 15 kilos. Le moindre faux pas peut mener directement à l'hôpital. Une partie du métal brûlant finit à côté du moule. Pas vraiment du goût de l'instructeur. Ça sert à rien de se précipiter avec métal en fusion. Et quand ça tombe, ça pardonne pas. Donc, on coule, sécurité, sécurité avant tout. Le maître doit reprendre les bases. On t'a déjà montré comment prendre l'alu dans le bain derrière. Comme ça. Ouais. Tu me pousses toujours. Pour stabiliser la louche, voilà. C'est sur le bras qu'il faut la porter. Deuxième tentative pour Thomas, beaucoup plus équilibré dans ses gestes. Le métier rentre vite. Il faut être précis, il faut prendre son temps, garder son sang-froid, pas avoir peur, et puis ça se passe bien. C'est comme tous les métiers, c'est un coup de main à prendre. Visiblement, le petit nouveau apprend très vite. Une excellente nouvelle pour Nicolas, le directeur de la fonderie. T'en sors demain Demain, il vient pour faire un peu de formation. Car il a un mal fou à trouver des employés. Aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu très rare en France. On a du mal à trouver. Je m'étais tourné aussi vers l'étranger, mais ça n'a pas fonctionné. Pour vous, c'est un peu la perle rare, hein, oui. Si, par rapport à ce métier. Bah, plus ça gâche pas, il est sympa. Donc, voilà. C'est important chez nous. Le savoir-être est très important. Ouais, ça roule. Des jeunes comme Thomas, qui acceptent de se lever tôt, de porter des charges lourdes, encore, de manipuler des produits dangereux et de travailler toute la journée dans une usine tout droit sortie du 19e siècle, ça n'existe quasiment plus. C'est compliqué de trouver du monde, des jeunes qui soient motivés déjà à travailler en fonderie, et en plus des jeunes qui aient de la formation pour assurer l'avenir. De les prendre déjà, de finir de les former et surtout de les garder. Ça, c'est compliqué. Alors Nicolas va devoir chouchouter son nouvel employé s'il veut le garder. D'autant que la fonderie Gilet croule sous les commandes. J'ai amené le plan, il faut qu'on regarde Montauban. Elle vient d'être sélectionnée pour refaire les rambardes du pont vieux de Montauban, un monument historique du XIVe siècle. C'est des choses qui vont rester, donc ça, nous, on ne sera plus là. Que le pont il sera encore là, les rambardes sont là, ça c'est parti pour 100 ou 200 ans. C'est pas au départ notre cœur de métier, mais on se fait plaisir. Mais le plaisir pourrait bien être de courte durée, car la commande, c'est 400 rambardes. Donc là, ça va être très tendu. Ouais. Et la ville les veut dans moins d'1 an. Une fois qu'ils vont lancer les travaux, on ne peut pas leur dire, bon, mais non, vous aurez des pièces dans 6 mois. Une fois qu'ils ont bloqué la route, ils vont bloquer, là, je pense, la moitié du pont, il faut que ça enchaîne. Nicolas va absolument devoir résoudre ses problèmes de main-d'œuvre s'il veut tenir les délais et redonner au pont vieux son lustre d'antan. Ces ponts, ces clochers, ces châteaux, ce patrimoine, c'est ce que le monde entier nous envie. Ça, et la cuisine, bien sûr. La gastronomie française est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors s'il y a bien un domaine dans lequel le Made in France peut supplanter la concurrence étrangère, c'est celui-là, la bonne chair. À 30 km à l'ouest de Paris, la ville de Plaisir, dans les Yvelines. Ok, on se le sort à 2, après il y en a un autre qui prend. Hop là.
Guillaume Caffin et Louis Bataille sont les fondateurs de la marque de biscuits Les Deux Gourmands. Go. Let's go. Aujourd'hui, ils sont impatients de montrer ce nouveau présentoir à leurs meilleurs clients, une grande enseigne d'hypermarché. C'est un peu leur arme secrète pour se faire connaître auprès du grand public. Il a un peu évolué. On a fait un gros focus sur la région, produit en Ile-de-France. La ferme neuve, vous savez, on est à même pas 10 km de chez vous. Et puis sur le côté, on a notre sourcing, notre approvisionnement, l'ensemble des ingrédients qu'on utilise de France et qui fait notre grande différence. Car leur pari, c'est de faire des biscuits 100% français. L'année dernière, grâce à des box comme celle-ci, les jeunes entrepreneurs avaient vendu en 2 semaines ce qu'ils vendent habituellement en 2 mois. Nous, ça nous aide à que les clients aient un acte d'achat sur ces produits-là. Et l'enjeu, effectivement, c'est d'augmenter, développer les gammes des Deux Gourmands. Voilà. Donc l'enjeu est double. Il est gagnant-gagnant, finalement. C'est une bonne opportunité pour les deux copains. Car dans les rayons, ils font face à un nombre impressionnant de marques concurrentes très connues, plus vraiment made in France. Lu appartient depuis une 20aine d'années à des Américains, tout comme Belin. Et même Michel et Augustin, avec leur nom qui sent bon le terroir, a été racheté en 2023 par Ferrero, l'ogre italien. Face à ces industriels, difficile pour nos deux copains de s'aligner au niveau des tarifs. On est sur des gammes de prix qui sont à peu près classiques dans la gamme. On est un petit peu au-dessus, mais au vu de la qualité, c'est le prix qu'on doit payer. Parce que derrière, vous connaissez la démarche, mais on fait vivre aussi, à notre tout petit niveau, des agriculteurs et une production locale. Est-ce que c'est la grande lutte quand on fait du Made in France, de rester compétitif par rapport aux marques étrangères? Ce qui est dur, c'est d'avoir une bonne rentabilité. Voilà. Et nous, on fait des efforts au quotidien, tout en ayant le meilleur niveau de qualité possible dans nos ingrédients pour maîtriser cette rentabilité. Concrètement, on ne part pas aux Seychelles tous les ans, quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Et en fait, il faut, si on a cette action mesurée, à ce moment-là, on peut réussir à se faire une place. Vous les connaissez? Non. On fait des biscuits à la moutarde, on fait des biscuits à la mimolette, au comté, à la tomate. On a 4 références. Essayer d'élargir la gamme. Oui. Pour les concurrents. Oui, bonne idée, ça. Pourquoi vous leur dites qu'il faut qu'ils élargissent la gamme? Parce qu'il me dit qu'il y a 4 produits. Il faut agrandir, il faut faire comme comment il s'appelle, Augustin, là. Je ne connais pas. Si, ils sont très connus. Pour avoir plus de références en rayon, il faut d'abord convaincre la direction de l'hypermarché. Aujourd'hui, ils misent sur plusieurs produits et surtout sur leurs fameux cookies au chocolat qu'on trouve déjà à bord des TGV. Est-ce que vous avez déjà goûté au meilleur cookie de France? Meilleur cookie de France, c'est lui. Ah oui, c'est ambitieux. Là-dessus aussi, on est top en qualité, puisqu'on a réussi, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le cookie français, à avoir une recette 100% française dans l'ensemble de ses ingrédients. En tout cas, niveau goût, le goût est bien présent. Frais et moelleux. Alors je confirme, il est moelleux. Pas de souci. Le gâteau les séduit, mais ça ne suffit pas pour s'imposer sur ce marché. Après, attention, voilà, le marché du cookie, c'est un marché très disputé. Pour ce type de produit, il y a un prix palier qu'il ne faut pas dépasser. Ouais. C'est quel? Qui est 2 euros, 2,50 €. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que 2,50 €. Bon, en tout cas, nous, on est prêts à se serrer un peu la ceinture. Ils sont prêts à tout pour essayer de rivaliser avec les géants de l'agroalimentaire. Alors que les autres marques délocalisent, c'est dans les Yvelines, au sein de ce corps de ferme, qu'ils produisent leurs biscuits. À côté de leur boutique, dans leur petit atelier, ils mettent souvent la main à la pâte avec leurs 25 salariés. Ça, c'est une bonne texture de pâte. Une fabrication encore artisanale. Attends, on vérifie. Ah, c'est bien. Trop mal, non? Ah, c'est bien. À part ceux qui sont un peu épais. Ce jour-là, l'équipe veut améliorer la recette du best-seller de la marque, le cookie au chocolat.
Top, parfait. Au gramme près, toujours. Louis, pourquoi justement vous décidez de mettre moins de sucre? Parce qu'on peut être gourmand et quand même réussir à réduire un peu le taux de sucre. C'est une demande qu'on peut avoir régulièrement des clients. Et on est convaincu qu'on peut garder cette gourmandise tout en ayant une composition un petit peu plus saine. Plus qu'une entreprise de biscuits, les deux gourmands, c'est avant tout une grande histoire d'amitié. Guillaume et Louis se rencontrent en école de commerce. Mais plutôt que d'aller travailler en banque d'affaires, ils investissent 6 000 € pour fabriquer leur premier gâteau en 2012. Avec une stratégie commerciale, le 100% local. « 500 kilos de biscuits sortent de ce petit atelier chaque jour. Mais c'est trop peu pour être compétitif. Si on veut continuer à se développer avec tous les coûts qui augmentent et nos marges qui se rognent, on est obligé de devoir produire plus pour pouvoir continuer à développer l'entreprise. Alors ils ont décidé de se lancer dans de gros travaux pour transformer une partie de la ferme familiale de Guillaume en petite usine. Ils ont coulé le béton dedans, il y a une armature ferraille, vraiment une structure ferraillée à l'intérieur, comme un squelette, qui tient tout ça. Pour que leur projet voie le jour, il faut détruire cet énorme bloc de béton. 11 mètres par 6 mètres par 8 mètres. Exactement. Voilà, bon courage. Merci. Quasiment un blocos qui servait de silo à grains à l'arrière-grand-père de Guillaume, qui l'a construit. C'est pas rien. C'est pas rien de le démolir parce que déjà j'ai plein de souvenirs d'enfance ici. Enfin, faut imaginer qu'il y avait des tas de blé partout dans le bâtiment et en plus dans ce silo et donc c'est plein de souvenirs. Mais pour me rassurer, je me dis que mon grand-père, mon arrière-grand-père, où qu'il soit, bah, peut-être qu'il est fier de lui donner une autre vocation à cet espace. Ça va le faire? Mais voir. Ah ouais. C'est comme ça tout le long. Je te vois bien. Je te cache pas que j'ai un petit pincement au cœur là. Ça va aller vite quand ça va être en route. Ouais. Faudra vite l'oublier la déconstruction. J'ai trop d'émotions. Ce projet ambitieux va leur coûter 2 millions d'euros. C'est l'équivalent de leur chiffre d'affaires annuel. C'est le risque à prendre pour fabriquer français et se démarquer de la concurrence étrangère. Dans le Loiret, chez Duralex, c'est l'effervescence dans l'usine. Déjà 4 mois que la coopérative a été créée. Et aujourd'hui, ce sont les premiers tests de la nouveauté lancés par les salariés. Ce petit verre opaque qui pourrait bien être décisif dans l'avenir de la SCOP. On voit bien les petites pinces comme ça. Ah là? Merde. Que les pinces. D'accord. Donc là, c'est les pinces standards qu'on a mis. Les pinces standards qu'on a mis. D'accord. C'est au moment du démoulage, quand la pince vient prendre le verre à la sortie du moule, en fait, elle laisse une trace. On n'a pas sur d'autres productions. Nicolas, le directeur industriel, doit tout contrôler. Chaque détail compte. Des ajustements restent à apporter pour réussir à produire ce nouveau verre en grande quantité. En bout de chaîne, chaque pièce est scrutée à la loupe. Ah, ça a l'air d'aller, mais... Pas mal, hein? Ouais, ils sont bien. L'état de surface, il est pas mal. Ça a l'air d'être assez opaque. Même au niveau perpendicularité, coupille, il n'y a rien. Des fois, ça peut arriver qu'il soit un peu affaissé. Avec cette gamme plus chère à produire, l'équipe veut dépoussiérer son image du verre de cantine et vise désormais une nouvelle clientèle. On imagine que ça fasse le buzz et que ça soit vendu un peu partout, aussi bien dans des, je sais pas, dans des maisons, pas des maisons de luxe, mais des hôtels ou des choses comme ça, parce que c'est quand même un verre noir comme ça, c'est très chic, donc ça peut être super sympa. Ou alors, et puis que ça soit vendu aussi que monsieur ou madame tout le monde l'achète pour boire son café dedans. Et puis après, le truc ultime, c'est que des grandes marques de café, des grandes marques veuillent lancer une collaboration avec ce verre-là. Après une journée de test, ce verre à café est à présent au point. Je vais demander aux techniques qu'ils te fassent une proposition et puis tu valides.
François, le nouveau directeur général, est satisfait du résultat. Tu me surveilles quand même la qualité? Mais pour les futures créations, il lui faudra l'accord du conseil d'administration qui doit être prochainement élu. 43 salariés se présentent aux élections. Certains sont commerciaux ou comptables. Nadia. D'autres sondeurs ou mécaniciens. Ouais. Comme Marceau. Ok. Bon bah d'accord, j'arrive. Pas de souci. Merci. Verrier de père en fils, il a commencé chez Duralex à 20 ans. Ces journées, il les passe à réparer les vieilles machines. Comme celle-ci en bout de chaîne, qui vient de tomber brusquement à l'arrêt. Un morceau. C'est en panne. C'est en panne. Ouais. Bah vas-y, là, j'ai récupéré de l'autre côté. Ouais, ça marche. Bah, après, on les repasse. Ouais. Ok. Il manque des vis, là. La Scope, Marceau y a tout de suite adhéré. Ça a complètement changé sa vision de l'entreprise. Quand vous mettez de l'argent, ça vous motive. Pour l'instant, peut-être que quand on aura, si on a les premiers résultats, les gens seront encore plus motivés à dire « Ah, mais plus on travaille, plus on gagne. » Qu'avant, plus vous travailliez. Ben, moi, vous en aviez dans votre poche, que c'était pas pour vous. En 32 ans de carrière, Marceau n'a jamais eu l'impression d'être pris en considération. Alors siéger au conseil d'administration serait pour lui une revanche. C'est pour avoir un regard sur tout, sur un peu les chiffres. Qu'on ne nous dise pas comme avant, ouais, on gagne de l'argent ou on en perd, on ne sait pas. On n'a aucun regard là-dessus. Là, on va peut-être être plus près des comptes et avoir un œil dessus. C'est bon? Ouais, c'est bon, Benoît. Mais pas facile de passer d'ouvrier à décideur. Pour se présenter aux élections, Marceau doit d'abord écrire une lettre de motivation. Un exercice qui n'est pas son fort. Je souhaite intégrer le conseil d'administration pour être au plus proche des décisions. Décision. Je suis en train de chercher mon mot, là. Non, pas comme ça. Non, je l'ai pas. Je suis pas très fort en orthographe non plus. Hein. Vous êtes à l'aise avec les chiffres? Ouais, ça va. Je suis pas trop mal. Moins avec l'orthographe, plus avec les chiffres. J'ai pas fait l'école supérieure. Hein. J'ai pas fait l'ENA. Moi, j'ai un CAP électromécanicien à BEP de maintenance. Bon, on n'est pas bête, hein. On a Internet, hein. On va regarder certains mots, qu'est-ce qu'ils vont vouloir dire. C'est vrai qu'il y a des termes en gestion que peut-être qu'on connaît pas, mais bon, après, avec Internet, on peut savoir ce que ça veut dire. Toc, toc, toc. Ça va? Ça va, Alexia? Ça va. Alexia, souvenez-vous, c'est la syndicaliste qui faisait le tour des salariés pour les convaincre d'adhérer à la Scope. Ouais, mais il faut du monde pour... Elle est actuellement présidente provisoire du conseil d'administration. Un poste encore difficile à assumer. C'est quoi le rôle justement d'un membre du conseil d'administration? Il doit faire quoi? Alors, en gros, hein. Au conseil d'administration, on vote tout ce qui est stratégie, grande stratégie. On nomme aussi le directeur général. C'est nous qui le nommons. On fait toute la communication, la communication entre les projets de l'entreprise, tout ça, tous les associés. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour être un bon membre du conseil d'administration? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut avoir des compétences informatiquement aussi pour pouvoir faire de la communication. De toute façon, on va partir en formation, hein, donc on aura de quoi savoir vraiment être compétent sur tous les points, quoi. C'est notre vie, Duralex. Hein. On s'est battu. On n'a jamais baissé les bras. Jamais, jamais. Vous y tenez quoi à cette entreprise? Ah oui, oui. Il faudrait que ça reste. C'est connu, c'est réputé, c'est comme ça, hein. C'est à nous, c'est notre bébé. Alexia attend encore d'autres candidatures. L'élection doit avoir lieu dans 10 jours. Rien n'est gagné pour Marceau.
En attendant ce vote décisif, un événement important pour l'avenir de la marque se prépare. L'ouverture du premier magasin d'usine, en plein centre d'Orléans. Redresse un peu. Ce lundi matin, avant d'aller à l'usine, Alexia et une vingtaine d'autres salariés jouent les manutentionnaires. Tous sont membres de la coopérative, comme Marceau ou Philippe, un tuyauteur chauffagiste. Elle est pas belle la vie. Sonia, elle, est comptable. Au travail, ils se croisent rarement. Oui, c'est sympa, c'est une autre ambiance dans le... Ça change du bureau. Ça permet de voir les collègues qu'on voit jamais, du coup. Moi, quand je change de la soudure et des tuyaux... Une nouvelle expérience pour eux qui renforce la cohésion. Si chère au patron. Et du coup, vous voulez pas les ranger dans leur culture plus grand, les couleurs et tout, mettre une palette de transparent, une palette de couleurs? On mélange? Oui. Et tu veux une ouverture au milieu? Bah oui, il faut la circulation. C'est François qui a négocié la location de ce local auprès de la mairie d'Orléans. 4 000 € par mois, un prix d'amis. Depuis la reprise de l'entreprise, la ville a toujours soutenu la SCOP. Le magasin ouvre dans 4 jours. Avant cela, il faut installer 120 000 produits de la marque. Sans oublier le plus important... Faut leur remettre les prix, hein, les gars. Sortis directement de l'usine, ces modèles sont en moyenne 15% moins chers. Il n'y a plus qu'à vendre. Pas moins de 2 camions remplis de palettes sont à décharger. Il ne faut pas traîner. Mais très vite, c'est la panne. Le transpalette ne répond plus. Voilà, lâche. Sans déconner. Saloperie. Démarre. Mais rien ne se passe. Eh, je passe pas mon réveillon ici, moi. Et comme une panne n'arrive jamais seule, le monte-charge du camion ne fonctionne pas non plus. Laisse tomber, ça ne m'aidera pas. C'est quoi la solution? Bah là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Si le fan ne démarre pas, bah... Vous pouvez pas le faire à la main, ça? C'est lourd. C'est très très lourd. Les clients seront-ils au rendez-vous? Réponse dans quelques jours. À Millau, dans l'Aveyron, les couturières de la ganterie Fabre sont à pied d'œuvre. On est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller voir le coupeur. Toujours sous le regard d'Olivier, le patron. Il a répondu à l'appel d'offres lancé par l'armée. S'il l'emporte, il devra fabriquer 100 000 paires de gants. Mais pour être made in France, il doit d'abord trouver de la matière première. Et dans la région, c'est devenu un casse-tête. Étant donné que l'industrie du gant s'est quasi arrêtée, tous ces prestataires qu'il y avait sur le cuir, sur la laine, sur les doublures, etc., bah, ça a fermé, ça n'existe plus. Mais avec une poignée d'irréductibles aveyronnais, il essaye d'inverser la tendance. Depuis une petite dizaine d'années, on travaille avec des transformateurs de cuir sur Millau. Et donc, on est en train de mettre en place des lignes, des modèles qui sont uniquement en cuir local. C'est le défi d'aujourd'hui. Olivier se rend dans l'une des dernières tanneries de la région. Il s'y fournit régulièrement pour ses gants de luxe. Et tout va bien? Donc ça, ouais, j'ai une nouvelle équipe qui est assez chouette, on vient de finir de former. Elle est dirigée par Caroline. Teinture, séchage, lissage. Ici, près de 40 personnes travaillent le cuir. La plupart des peaux proviennent de l'Hexagone. Je vais te donner le cahier des charges de ce gant. Et pour voir si déjà tu es en capacité de nous faire ça. Du coup, on cherche des peaux d'agneau noir pour notre marché de l'administration, une peau pour faire des gants hommes et une finition un peu satinée, normale, ni brillante, ni mat. Pour l'appel d'offres, Olivier risque d'être en concurrence avec de grosses sociétés qui vont se fournir avec du cuir à bas coût à l'étranger. Et le problème, c'est que les tarifs de Caroline sont élevés.
La salle des trésors. Collection. Tu choisis. Son créneau, c'est la qualité Made in France. Il n'y a que les gantiers qui croient qu'ils peuvent maltraiter les peaux comme ça. Personne ne touche. Personne ne fait ça. Mais ah non. oui, parce que nous, on tire les cuirs. Bah oui. Chaque fois, ça me fait hurler. Ah bon? Calmez-vous, les gars. Olivier est séduit par la finesse des peaux. C'est beau, hein? Mais on est C'est sur un propre, yo, hein. Lacoste. C'est magnifique, hein? C'est du bon boulot. Hein? Mais Caroline n'est pas sûre de pouvoir baisser ses prix. Je sais dire non aussi, hein, donc on se lance pas dans des choses qu'on sait ne pas pouvoir répéter dans la durée ou qui seraient pas dans une bonne marge pour nous, ce genre de choses, c'est important. Pour le cuir Made in France, ce n'est donc pas encore gagné. Je te tiens au courant là très vite. Hein, j'attends toujours ces quantités. Pour la survie de son entreprise, Olivier ne peut pas compter uniquement sur l'appel d'offres de l'armée. Il faut relancer toute la filière du gant qui a fait les grandes heures de l'Aveyron. L'idéal, ce serait que la ganterie soit inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bonjour monsieur. Bonjour. On va aller à l'Élysée, s'il vous plaît. Pour défendre cette candidature, Olivier compte sur un soutien de poids. Waouh, c'est beau. Hein. Ce jour-là, l'Élysée organise la grande exposition du fabriqué en France. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Je pense finalement en premier lieu à mon père qui aurait adoré voir venir ici. Pourtant, il a beaucoup travaillé à l'administration et je ne crois pas qu'il ait eu l'occasion de venir au Palais de l'Élysée. Sous les ors de la République, près de 120 produits français sont mis à l'honneur. Olivier est fier, car l'un des gants emblématiques de la maison Fabre a été sélectionné. Nous y voilà. On a le Larzac à l'Élysée. Après un rapide discours, fabriqué en France, c'est plus qu'un label, c'est un gage de qualité. Le président se mêle à la foule. Olivier veut à tout prix l'interpeller. Alors il va jouer des coudes. Monsieur le Président, Olivier Fabre, je suis ravi de faire votre connaissance. Dans ma famille, on fournit tous les présidents de la République depuis le général de Gaulle. 100 ans que nous existons. Aujourd'hui, c'est 750 ans d'histoire qui sont en danger absolu. C'est 10 000 emplois qui sont en ce moment dans des difficultés sans précédent parce qu'en fait, la filière s'arrête, l'élevage n'attire plus. Si vous voulez, la laine est à l'arrêt, le cuir est en difficulté et le gant, il en reste plus que 5 contre 67 quand mon arrière-grand-père avait ouvert en 1924. Donc on a lancé... Olivier défend la filière, mais il profite aussi de l'instant pour se faire un joli coup de pub. On vous a fait une paire de gants, des gants du patrimoine qui sont de la couleur du bleu européen avec l'étoile, qui sont en cuir d'agneau local d'Aveyron. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Mission accomplie pour Olivier. Il a pris ma carte et voilà, je suis super excité parce que j'ai l'impression que c'est des années de travail. Et là, paf, on pose le truc et je lui ai dit, écoutez, c'est vous, c'est la ministre de la Culture qui peuvent sauver toutes ces personnes. Aujourd'hui, il y a une candidature au patrimoine culturel immatériel. La France ne présente qu'un seul dossier tous les 2 ans, c'est mars. Le prochain, il faut absolument qu'on ait un signe de votre part et un signe de la ministre de la Culture. Et on a besoin de vous. Le président s'est-il laissé séduire par ce plaidoyer? Olivier va le découvrir dans quelques mois. Ce samedi matin à Albi, la fonderie Gilet est fermée, mais il y en a un qui va quand même devoir travailler. Nous sommes à la maison des compagnons du devoir. C'est ici qu'habite Thomas. Il fait froid. Avec une cinquantaine de jeunes de 15 à 25 ans. On joue par équipe? Bah non, on fait un tournoi, on fait un 2-2-2. Tous artisans. En plus, regarde, t'as 2 couvreurs, t'as 2 charpentiers et t'as 2 fondeurs. Après avoir coulé de l'aluminium toute la semaine, cette partie de pétanque, c'est son seul moment de repos. C'est les charpentiers. Non, c'est les couvreurs. C'est coucou. Thomas a quitté la région lilloise il y a 6 ans pour faire ce qu'on appelle un tour de France. S'il la loupe, il dégomme la sienne, on est bien. Tous les ans environ, Putain, il a rapproché. les compagnons changent de région pour apprendre de nouvelles techniques et découvrir de nouvelles entreprises.
Et c'est un choix qu'il faut assumer. Parce que tu te dis quand même que tu peux te barrer à l'autre bout de la France, pas voir ta famille pendant 1 an, voire plus. Bon, en général, non, tu rentres pour les fêtes. Mais tu es quand même assez loin de tes proches. Tu quittes tes amis, bon, bah, ils n'ont pas forcément envie de bouger aussi comme toi. Entretenir une vie de couple, c'est quand même assez compliqué. Donc en général, on s'en passe. Devenir compagnon, c'est un véritable sacerdoce. Heureusement, Thomas s'est recréé une bulle parmi ses camarades. Dans les communautés, une fois qu'on est adopté ou qu'on est compagnon, on est frères et sœurs. Et c'est pas un mot en mode ouais, ils sont entre frères, secte, tout ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, on transpose la famille qu'on n'a plus, on la transpose ici. Au sein de sa nouvelle famille, Thomas est logé, nourri, blanchi, pour environ 600 € par mois. Mais à ce tarif-là, il faut se retrousser les manches. Il faut que tu chopes l'arrosoir et puis après, on va aller se faire ça. Il faut que je vois notre mère et puis on va aller prendre le plumeau et les chiffons. Et pour moi, c'est les chefs-d'œuvre. Ménage le week-end, travaille en entreprise la journée, court le soir, entre 20h et 22h. Ça, c'est fait. Les semaines sont bien remplies chez les compagnons. Pendant sa formation, Thomas est rémunéré un petit peu au-dessus du SMIC. C'est une bonne transition, en tout cas, de quand on est chez nos parents et qu'on a les doigts de pied en éventail à profiter de la vie, et le monde réel où on est la tête dedans et on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Donc, bah ouais, c'est une passerelle, quoi. Salut. C'est quoi? C'est une maquette pour le truc des métiers, là. Salon d'étudiants. Trop bien. Le week-end, ce n'est pas seulement ménage et pétanque. Les futurs compagnons travaillent aussi sur leurs projets personnels. Charpentiers, zingueurs, menuisiers ou ébénistes. Tous s'entraînent pour fabriquer leur chef-d'œuvre. C'est une épreuve incontournable. Pour valider leur formation, les apprentis doivent présenter devant leur père une pièce unique qui montre l'étendue de leur savoir-faire. T'es déjà venu? Oui. Thomas, lui, a choisi de fondre une réplique du temple de Salomon, le premier temple construit à Jérusalem par les Hébreux il y a 3000 ans. Là, c'est que la structure. Selon la tradition, ce sont les fondateurs des compagnons qui l'auraient construit. Grosso modo, ça devrait ressembler à peu près, je dis bien à peu près, à ça. Mais sa forme exacte, difficile de la connaître car ça fait à peu près 30 siècles qu'on a perdu les plans. Alors Thomas doit se plonger dans les Écritures saintes. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Une coudée, c'est environ, enfin moi en tout cas c'est les codes qu'on m'a donnés, c'est environ 50 cm. Il n'y a qu'à convertir. Les maths, aucun souci pour Thomas. Mais pour réussir la fonte de cette pièce complexe en bronze, le jeune homme a encore besoin d'un peu d'aide. C'est toi qui as tout ce qu'il faut pour les patines ou c'est Laurent? Ok. Avec son ami Thomas, le futur compagnon va éprouver ses idées auprès d'une véritable légende vivante. Laurent est meilleur ouvrier de France dans la spécialité fonderie d'art. Un esthète, un peu caustique. C'est bien, t'as appris à dessiner un petit peu. Ça, c'est pas les miens. Ah ouais, d'accord, merde. Thomas lui a apporté ses plans. Grosso modo, c'est des éléments après. Pour valider les aspects techniques. Je commence à faire ça. Tu réfléchis à comment tu déportes tes charnières. Ouais, vraiment, je connais rien dans le montage. Ah bah oui. L'œil aiguisé du meilleur ouvrier de France détecte en quelques secondes les lacunes du projet. Tu vas faire le modèle, là? Ouais. Après, là, c'était pour les dimensions de la porte et pour la corniche. Et la corniche, tu vas la faire comment? Je n'ai aucune idée du montage. Eh ben, il faut le prévoir avant, alors, du coup. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça s'appelle une pièce de réception pour être reçu compagnon. Et à l'origine, ça s'appelait un chef-d'œuvre. Donc moi, je lui ai imposé une contrainte, c'est que ce qui sort d'ici, ça doit être du niveau d'un chef-d'œuvre. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Donc il a dit, ouais, mais bon, il n'y a pas de mais bon. Non. Donc voilà. Un petit peu de pression ou pas? Bien sûr. Bah, il n'est pas trop sensible à la pression. Mais la pression, on la subit pas, on la boit. Ah ouais, d'accord. Ok. On rigole, mais la pression, le jeune compagnon va peut-être finir par l'avoir. Car la fonderie Gilet est en ébullition.
Oui, il y en a 2 là, il en manque 3. Donc après, c'est les chariots gauche. Pour la fin du mois, pour fin septembre, quand tu tires sur le dîner, il me faut 5 droits, 5 gauches, 5 droits. Tout le monde est sur le pont pour fabriquer les 400 rambardes du pont vieux de Montauban. 2, 4, 6. C'est bon. C'est bon, mais il faut... Pour tenir les délais, le directeur de la fonderie a fait appel à Manuel. Oui. Moi, je pense que Adèle, il est parti. En face, il faut commencer à lever ça. Cet ancien employé devrait tranquillement être à la retraite depuis 2 ans. Mais Nicolas le fait revenir 2 jours par semaine. Mais bon, il vient, il a le sourire. Bon, je viens pour que j'habite à côté. Mais ça a été, non, mais c'est quelqu'un de très important dans le savoir. Le savoir, les anciens, ils l'ont. Il ne faut pas les mettre à la retraite comme ça, ou il ne faut pas dévaloriser les anciens. C'est là où, aujourd'hui, on arrive à décrocher des beaux marchés en France, grâce à l'expérience et au savoir-faire. C'est pas ça. Le matériel de la France, c'est autre chose que c'est pas le matériel qui vient de la Chine, comme ça. C'est pas les rouges, là? Pour résister aux fondeurs chinois, Manuel vient transmettre son savoir-faire à Thomas. C'est tout prêt, là? Ouais, okay. Celui-là, je pense qu'il est prêt. Hein? On a les crochets. Bon, on va l'amarrer. Car il est l'un des derniers à maîtriser une étape fondamentale en fonderie. C'est la première fois que tu fais ça? Non, j'ai déjà fait avec ce soir. Et là, il faut bien serrer là, dans cette coin-là. OK. Là. Ah oui. La fabrication des moules dans lesquels on coule le métal. On fait la dernière passe? Ouais. Bien tassé. Ouais. Pour Thomas, ce cours particulier, c'est une véritable aubaine. Les anciens comme Manu, ils ont énormément d'expérience qu'il ne faut surtout pas perdre. Et notre rôle à nous, aujourd'hui, qui étudions là-dedans, c'est en fait justement de venir croiser ces expériences avec ce qu'on apprend un peu tous les jours en formation. En moins d'1 quart d'heure, le moule est sec. Thomas n'a plus qu'à les assembler 2 par 2. Je le serre bien? Je le serre fort ou pas? Puis c'est au tour de Soleil d'entrer en scène pour couler l'aluminium. Des élèves aussi studieux que Thomas, Manuel n'en a pas croisé beaucoup ces dernières années. Il n'y a plus personne parce que c'est un métier sale. Oui, c'est un métier sale. Vous voyez bien. Et c'est dur. C'est un métier dur. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler dans un métier comme ça. Ils veulent travailler avec l'ordinateur, des trucs comme ça. Et on le voit. Après de ces petits jeunes qui sont à l'école, il n'y a personne pour travailler. Personne. Ça va, Jamie? Oui, super. Voilà, tu ouvres? Ouais, comme ça, on va regarder ce que ça donne. Les moules de Manuel et Thomas vont rendre leur verdict. Nicolas, le directeur, va vite savoir s'il a bien fait de miser sur le jeune compagnon. Super. Oh, ça a l'air beau. Ça a l'air top. Qu'est-ce que vous regardez là du coup? Déjà la qualité, voilà, qu'il n'y ait pas trop de bavure. Là, c'est bien fermé, de façon à ne pas avoir trop débarbage derrière, puisque toutes ces parties-là, il va falloir venir les enlever avec des meuleuses, de façon à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un traversant le pont qui mette les doigts dedans, qui viennent se tailler. Donc moins il y en a, et là, franchement, c'est très, très, très propre. Pari réussi. Les rambardes vont pouvoir rejoindre le chantier du pont vieux de Montauban. Thomas fera une excellente recrue pour la fonderie. Mais avant, le jeune compagnon va devoir valider son chef-d'œuvre et le jury ne va pas se montrer très conciliant. Dans le centre d'Orléans, c'est l'ouverture du premier magasin d'usine Duralex. Tous les employés sont sur la brèche. Même François, le directeur général, joue les camelots. Si vous voulez, je peux vous livrer à la palette, au camion, tout comme vous voulez. Alors, voilà madame. Voilà, merci. Donc là, c'est dans la masse, hein, là, c'est pareil. Hein. Ça veut dire quoi la masse? La couleur, elle est dans le verre. C'est génial. Elle n'est pas ramenée au-dessus. C'est-à-dire dans 30 ans, ils seront toujours comme ça. D'une palette à l'autre, il entreprend tous les clients. Le prisme, c'est mon verre préféré. Il est passe-partout, celui-là.
Tout est bon pour faire l'article. Ça c'est verre à bière. C'est les verres à bière. Ça, c'est le verre à bière. Ça, c'est le verre à bière. Verre à bière, vous en faites un vase aussi. Vous pouvez en faire un vase. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, c'est le fameux verre noir qu'il a imaginé au lancement de la coopérative. C'est tout nouveau, ça. Vous m'avez demandé du petit, hein. C'est du petit. Alors ça, c'est pour le café, c'est... Ou alors pour faire des cafés gourmands. Ah, d'accord. Visiblement, François et ses associés sont d'excellents commerçants. Bonjour. Paiement par carte bleue chez moi. Le magasin a ouvert ses portes il y a 5 heures et c'est déjà un carton. On est déjà à 10 000 balles. Hein, Les filles, elles arrêtent plus. Ah, ça y est, on a passé les 10 000. 14 heures, on était à 10 000. Les salariés sont ravis. Travail pour nous, là, on est contents. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Les clients aussi. Il faut les aider, hein. Il faut les soutenir, donc... Et c'est costaud. C'est une institution, c'est bien connu. Oui. Ça fait travailler beaucoup de monde autour. C'est ça qui est bien. C'est ça. Tant mieux, il faut que ça continue. Des clients heureux de soutenir le Made in France. Il y en aura 900 aujourd'hui. Pour un chiffre d'affaires total de 25 000 €. Je suis super content. Ça se voit pas. Je suis super content. C'est ça, avoir des associés. Là, associés, pas trop associés. Voilà. Et il y a un associé qui n'aurait raté cette inauguration pour rien au monde. Oui. Alors comment ça se passe? Ça va, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Ouais, je vois ça. Hein. Ouais, c'est bien. Ça a l'air de tourner, là. Hein. Quand je vois la file, là, ben, je me dis, on va avoir du succès. Il était temps. Il était temps. Il était temps d'avoir un magasin. On a réussi notre pari. Vendre des verres, c'est une chose. Merci. Mais pour durer, l'entreprise doit absolument avoir un conseil d'administration. L'élection a lieu dans quelques jours et Marceau espère bien y avoir sa place. Dans les Yvelines, du côté de la biscuiterie des Deux Gourmands, les patrons eux aussi vont jouer les VRP. Il est 8h30 du matin. C'est l'ouverture du magasin. Pas forcément le meilleur moment pour manger des biscuits. Madame, bonjour, une petite dégustation si vous voulez. Bon rétablissement. Mais à force d'insister, Madame, bonjour. Une petite dégustation de biscuits, coquelicot ici. au-delà de ces opérations très rentables pour eux, ce que les deux copains viennent chercher ici, c'est aussi l'avis des clients pour leur inspirer de nouvelles idées de recettes. Et la particularité, c'est qu'on le fabrique à Crépierre. Vous connaissez Crépierre? On est donc juste à côté, dans une ferme, et on utilise des ingrédients de la région et de France pour les fabriquer. C'est sympa, hein? Quand on a commencé tous les deux, on y était toutes les semaines dans les magasins. Donc c'est vrai que quand on fait des belles opérations comme ça, y retourner, c'est hyper important. Et c'est comme ça qu'on a développé plein de recettes, en fait. Souvent, en faisant déguster, les gens aiment bien, ils nous disaient si on pourrait pas avoir telle saveur. Et la majorité des recettes sont nées comme ça par des retours des clients. Mimolette, comté, tomates qu'on a ici et biscuits à la moutarde. Qu'est-ce que vous voulez essayer? Pour rester compétitif aux côtés des géants de l'agroalimentaire, Monsieur, bonjour, vous voulez goûter? les deux associés doivent donc, tout en restant, eux, 100% Made in France, trouver des recettes inédites et surprenantes. Merci, madame. Ce jour-là, ils ont rendez-vous à l'île de Ré, au large de La Rochelle. Ils ont traversé la moitié de la France pour dénicher ici un trésor local qui pousse à l'état sauvage au milieu des marais. Salut Thomas. Salut. Salut Thomas. Salut, enchanté. Enchanté. Salut. Bienvenue. Ouais, merci. Merci de nous recevoir. Avec plaisir, avec ce beau temps. Sur ces terres, Thomas, ce jeune aquaculteur, produit des huîtres et tout un tas de plantes qui poussent autour de ces étangs, dont du poivre. Nous, on utilise un peu de poivre dans nos biscuits, et puis c'est l'un des derniers ingrédients, et même presque le dernier ingrédient pour la gamme apéritif, pas français. Et notre démarche, c'est de faire 100% français, en tout cas au maximum. C'est pas exactement du poivre, c'est ça? C'est ça, c'est une baie. On peut aller voir, comme ça je vous montre directement sur les plans. Ouais, go. D'ordinaire, le poivre vient principalement d'Asie du Sud-Est et du Brésil, car il a besoin d'un climat tropical.
Mais le poivre que propose Thomas s'épanouit autour de ces 4 bassins. Donc voilà le fameux masseron. En fait, dans le masseron, on dit tout est bon. C'est comme dans le cochon. Bah là, vous pouvez les goûter. Je pense qu'elles sont bien sèches en plus. Et du coup, là, on peut croquer dedans. Donc, il n'y aura pas le piquant du poivre, mais il va y avoir toutes les notes d'acidité. Donc, moi, tout le travail, après, ça va être de les récolter et surtout de les nettoyer. Parce que Ah ouais Tout de suite, on a les notes ouais, ça envoie. poivrées. Les 2 chefs d'entreprise sont bluffés. Mais il n'est pas certain que cette plante sauvage suffise à une production industrielle. On consomme à peu près une 50aine de kilos de poivre par an dans nos biscuits. Donc soit on est capable de tout faire avec toi, soit peut-être on commence avec une recette dédiée. Et l'idée qu'on a envie de développer, c'est un biscuit à l'oignon de Roscoff et poivre des marais. Et ça pourrait être un premier produit qu'on lance, donc on part de zéro, et puis ensemble, on apprend à travailler ensemble. La visite est concluante. Début 2026, les 2 copains lanceront leur 5e recette au poivre des marais. Pour exister face aux multinationales, il vaut mieux voir grand. Ce matin, dans sa ferme, Guillaume se prépare pour une opération délicate. Avec son associé, ils reçoivent les machines qui vont équiper leur nouvelle usine. Voilà, c'est bon, vas-y, ça va y aller. Attention, stop. Ouais, mais là, c'est trop instable. Hein. T'es en équilibre précaire. Chacun des fours vaut plus de 60 000 €. Et ils sont très fragiles. En fait, on a peur on craint que le chariot soit un tout petit peu juste en poids. Normalement, c'est bon, mais... Attention, tu vas faire une première levée. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite, là. Le four pèse pas moins d'1,5 tonne. Il n'y a rien derrière. Hein. Quelques salariés ont fait une pause pour regarder leur patron à la manœuvre. Et là, c'est une angoisse. Puis c'est tout, c'est du matériel quand même. Hein. On en a besoin. Tout droit. Guillaume et Louis vont se faire une dernière petite frayeur. Ah, stop. Braque plus, stop. Est-ce que je peux encore avancer? Non. Leur four est trop haut pour passer la porte. Il faut donc le raboter un peu. C'est bon là-bas? C'est bon pour moi. Sur ce coup-là, le four a eu chaud. Grâce à ces nouvelles machines flambant neuves, les 2 entrepreneurs espèrent tripler leur production de biscuits. Car souvenez-vous, jusqu'ici, ils étaient obligés de travailler de manière très artisanale, en portant eux-mêmes la pâte. Et cela limitait la cadence de leur production. Voilà, ça c'est génial. La grande nouveauté, c'est que là, on a ce bras ici, en fait, qui va venir prendre une cuve et l'élever automatiquement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, nous, humains, de venir porter physiquement la pâte. C'est bon marché, une machine comme ça? C'est un gros investissement. C'est le plus gros investissement en termes de machines de toute notre histoire. Les premiers à en profiter, ce sont les 10 salariés de l'atelier. Ah, c'est beau. Parce que ça, pour lui, là, c'est la folie. Le dos, magnifique. Vous trouvez ça comment? Magnifique. Franchement, bien. Incroyable. Ça va... changer la vie. Ça va quoi, Ça va nous changer la vie. C'est beaucoup de confort pour l'opérateur. Hein. Là, rien que ça. Hein. C'est des gestes qui ne sont pas répétés, des charges en moins, c'est du confort. Pour nous, c'est du confort et pour la boîte, c'est beaucoup plus de volume, donc c'est cool pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant. C'est magnifique, hein, l'investissement. Hein. T'es content? Ouais. Yeah. Ces machines vont tourner à plein régime quelques semaines plus tard. Ce qu'on peut faire après, c'est placer le convoyeur. Guillaume et Louis ont décroché un juteux contrat avec de grandes chaînes d'hôtellerie pour placer leurs biscuits dans les mini-bars. À Millau, il y a aussi une bonne surprise qui attend les salariés de la maison Fabre. Oh, c'est vraiment pour marquer le coup. Hein. C'est Olivier, le patron, qui va leur annoncer. Voilà.
C'est bien, vous avez la belle énergie, c'est beau ça. On célèbre ensemble la bonne nouvelle on a gagné le marché de l'administration. Bravo. Eh ben ouais, donc c'est un bravo surtout collectif. La maison Fabre va devoir fournir près de 100 000 gants à l'armée. Un volume énorme qui doit s'étaler sur les 4 prochaines années. Merci. Tenez, regardez. Et il faut prendre des forces pour un gros marché d'État. Il ne faut pas rigoler. Hein. On est un peu sur les pas des grands marchés qu'avait mon père. Et bon, alors à l'époque, c'était 100 personnes. Alors là, nous, on est une petite équipe, mais une équipe de passionnés. Olivier a beau avoir une équipe de passionnés, il manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Fabriquer 25 000 gants par an, avec seulement 5 couturières, c'est mission impossible. On va un petit peu sous-traiter parce qu'on est dans l'incapacité de fabriquer tout, puisqu'on n'a pas assez de personnel. Ça fait des années que pour compléter nos productions, on fait appel à des artisans au Portugal, en Hongrie, en Italie, enfin surtout au Portugal et en Hongrie. Pour ce marché administratif, on a fait un peu pareil. Pas de temps à perdre. Dans l'atelier, tout le monde est sur le pont. Ça va, ça se passe bien? Elena est à la découpe, Zahira à la couture et Jacqueline, la doyenne, à l'assemblage. Bon, très bien. Voilà, là, le pouce est monté. La première année, seuls 600 gants vont être produits dans l'atelier. Un chiffre dérisoire, mais qu'Olivier et son frère Jean-Marc espèrent augmenter de 30% chaque année. Il y en a partout, regardez là-haut. Dans les caisses. Et en plus, on a la traçabilité. Si on tombe sur des gants qui venaient qu'à être défectueux, on sait qui les a cousus. On a le parcours de la paire de gants. Jean-Marc veille au grain, car l'armée est impitoyable sur la qualité. Allez, attrape-moi une caisse, on va faire un pointage de mesure. Ça demande beaucoup d'applications. Ils choisissent pas, ils prennent en principe, l'administration, ils prennent que des bons fournisseurs. Hein. La moindre imperfection, et la cargaison pourrait être refusée. 0,5, on y est, on est bon. 3 cm, on est bon. Ensuite, longueur totale de l'extrémité du majeur au rebras, 215. On est bon. Grâce à ce contrat, la petite entreprise familiale va doubler son chiffre d'affaires cette année. On va mettre la rigueur que nous avons sur le luxe, c'est-à-dire le gant le plus incroyable qui soit, au service de l'administration française. C'est-à-dire que les personnes qui porteront ces gants auront les mêmes gants que ce qu'on peut trouver sur les défilés d'haute couture, en termes de qualité. C'est pas mal quand même. Autre lueur d'espoir pour les deux frères. En juillet dernier, la candidature pour inscrire le savoir-faire du gant au patrimoine immatériel de l'UNESCO a été retenue. La réponse devrait avoir lieu en 2027. À Albi, on a beau être samedi, il y a foule à la fonderie Gilet. C'est le grand jour pour Thomas. Et 37,2. Ça te dérange si je prends des photos ou pas? Au contraire. Ça se tient. Ça va Thomas, la pêche? Bien. Ça va. La forme? La forme. Tout est prêt. Après 6 années de Tour de France, il s'apprête à couler le chef-d'œuvre qui lui permettra de devenir compagnon du devoir. Déjà, merci à tous d'être venus. On a pour vous 3 points pour vous positionner et observer la coulée. On y va? Allez. Pour ce moment symbolique, ses proches ont fait le déplacement. C'est pas vrai. En s'équipant, Thomas est soudain pris d'un vertige. Là, c'est 6 ans de Tour de France en une coulée. Voilà. Pas se louper. Pour la grosse poche, non. Température, décrassage au cas où. Soleil, Thomas et les autres employés de la fonderie sont venus lui prêter main forte. Toi, tu connais? Moi, brancard, manette, four. Chaîne, on est bon? Position. Pour fabriquer son temple de Salomon, Thomas a prévu 80 kilos de bronze. Dans 2 minutes, c'est prêt. Tu prendras et tu dis à Thomas, je vais le mettre debout là-bas. Dès que c'est prêt, tu me le dis. Le métal doit atteindre 1150 degrés. On est bon. On est à 83. Allez.
S'il n'est pas suffisamment chaud, il ne sera pas assez fluide et risque de ne pas remplir certaines parties du moule. Rentre encore. Thomas, bloc, ça va balloter. Ça va balloter? Ouais, tiens. À la manivelle, Thomas gère le chaudron. Fais gaffe à toi. Hein. Ouais, bien sûr. Je vais pas trop m'exposer, j'ai de la longueur. Positionne-toi. Et la coulée du métal en fusion. Enculé. Vas-y. Thomas s'arrête en pensant avoir tout rempli. Ça va remonter tout à fait. Vas-y, je reviens. Mais le compte n'y est pas. Attends, je remplis au moins le plot de coulée. Putain, quel blaireau. Ah, c'est bon. Thomas a beau avoir remis quelques kilos de bronze. Ah si, c'est bon. Ses collègues ne sont pas très rassurants. Quoi? Eh ben... Qu'est-ce qu'il y a? Là, celui-là. Ouais. On est là. Donc, en gros, on est à hauteur de ce châssis-là. Le jeune compagnon n'est pas sûr d'avoir rempli entièrement le moule. Bah écoute, on verra cet après. Hein? On verra cet après. Il faut maintenant attendre que le métal refroidisse pour savoir si tout est à refaire. 2 heures plus tard, le suspense prend fin. Je vais lever ça. Je vais exploser parce que de toute façon sur 15 cm autour, là c'est que du sable. C'est le moment le plus stressant, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. On crash test dans son moule, donc là il y a du monde qui regarde. Si c'est raté, voilà, c'est pas drôle. Au premier abord, cela ressemble à une masse informe. Mais très vite, les détails apparaissent. Non, c'est bon, putain, il y a tout. Les mottes n'ont pas bougé. Mec, il y a tout. Mec, il y a tout. Je me permets, hein. C'est une pièce, elle est énorme, elle est complexe, il y a du détail dedans, il y a 80 kilos de métal là-dedans. Et il a réussi à les sortir, il a réussi à bien les mouler, il n'y a pas de bavure. Il va avoir un peu de finition, mais franchement... Pour que le temple ait sa forme finale, Thomas va devoir enlever tout le surplus de métal. Il est presque au bout de ses peines. Ouais, je suis content. Ça fait plaisir. Et surtout voir que j'ai pas à retaper ça. Là, on est bien, on peut continuer d'avancer. C'est pas fini. Encore du boulot. Si à la fonderie, tout le monde est convaincu par le travail du jeune compagnon, dans quelques jours, le temple va devoir affronter l'œil aguerri du jury. Et il sera nettement plus exigeant. À quelques encablures de l'usine Duralex, Sercotte. Alors, prendre un café. Marceau s'apprête peut-être à changer de vie. Cet après-midi, j'ai les élections. Tu vas devenir président? Non, peut-être pas président, mais... Les employés de Duralex vont élire le conseil d'administration. Et Marceau s'est porté candidat. De toute façon, c'est pas moi qui décide, hein, ça va être les voix. Hein. Il en faut 18, on est 31. Il y aura des choix à faire. 18 sur 31. Ouais. Après 32 ans à réparer les machines de l'entreprise, bon, allez, on va boire notre café puis on va aller. Marceau pourrait intégrer la direction générale. La SCOP, un véritable accélérateur de carrière. De passer de ouvrier à une personne qui prend des décisions au sein de l'entreprise, oui, c'est énorme, quoi. C'est spécial, quoi. C'est pas dû à tout le monde, quoi. Encore faut-il être élu. Mais le candidat est du genre optimiste. Je pense que j'ai mes chances. Je suis bien connu quand même dans l'usine. Normalement, tout le monde m'aime bien. On va voir. Plus que quelques minutes avant l'élection. T'as vu? Ça va? Oui, et nous, la chemise. Bonjour. Serrage de paluche et sourire charmeur. François. Futur président ou pas? Ah non, pas président. Le candidat Marceau finalise sa campagne. Ça va, mon titi? Tu vas bien? Les salariés commencent à glisser leurs bulletins dans l'urne. Astra, là.
Parmi les postulants pour les 18 postes du conseil d'administration, il y a des ouvriers comme Marceau, mais aussi des employés de bureau. Il y a encore tous les votes par correspondance. Ah, il n'y a pas les votes par correspondance maintenant? Alors que le dépouillement commence, le doute s'installe chez le mécanicien. Pour l'instant, c'est chaud, quoi. Il y en a encore beaucoup à ouvrir, mais il faut des gars de notre côté. Oui, mais il faut que tous les services soient représentés. Il faut que ça soit équitable, on va dire. L'entreprise a beau être devenue une SCOP, Marceau craint que les ouvriers ne soient encore laissés pour compte, au détriment des cols blancs. C'est ce que je redoute. Que la partie bureau l'emporte sur la partie usine. Bah. Là, on serait pas. Ce serait pas cool. Fin du dépouillement. Allez, Alexia, annonce la couleur. Pas de micro là pour écouter? Si, attends. Les employés vont connaître leur nouveau patron. Bel Air Michel. Ouais. Automation. Caché Virginie. Ouais. Déjà 2 employés des bureaux. Ce que redoutait Marceau est en train d'arriver. Mais très vite, l'espoir renaît. Le Pinois David. Un régleur. Aura Christelle. Et enfin, c'est la délivrance pour Marceau. H. Marceau. Ouais. Super. Je finis 5e. C'est pas mal. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes ont confiance en moi. Pour François, qui porte depuis des mois le projet de SCOP, ce vote est un succès. Il est bien représentatif de la population de Duralex, donc on est très content. C'est pour ça qu'on applaudissait, parce que c'est bien réparti dans chaque service. Pour Duralex, c'est le début d'une nouvelle ère. Les salariés ont complètement leur destin en main. Ils ne le savent pas encore, mais dans quelques mois, ils vont aussi pouvoir compter sur l'engagement des Français. C'est pas faux. Cet après-midi à Albi, Ça tient en dessous? Ouais, ça tient. Bon, après, faut le prendre aussi en dessous. Thomas va enfin savoir s'il est jugé digne d'entrer dans la prestigieuse famille des compagnons. Caler sur les genoux, fermer le coffre. Bien vu. Jack. Attention à la chaise. Il va présenter son chef-d'œuvre devant ses pairs. Là, juste là où on est. Dans ce carton, des centaines d'heures de travail. Attention, c'est le moment. Effort maximum. Et surtout, 50 kilos de métal. Mes doigts, ils sont en dessous. Voilà. Le temple est fin prêt. Voilà. Autour de Thomas de s'apprêter. Fini la veste en aluminium, place au costume cravate. Ouais, c'est une petite gueule, j'en ai. Mon père, il mettait des costumes. Il était commercial. Pour cette journée exceptionnelle. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Nico? Oui, ça va. La forme? Ça va? Ça va. Même Nicolas, son patron à la fonderie, a fait le déplacement pour l'encourager. On lui a ouvert les portes le soir, il a coulé à la fonderie, on l'a aidé sur le matériel, un peu sur tout, donc voilà, je suis invité pour ça. Mais pas pour juger, j'ai pas les compétences. Donc je suis là juste un invité. Ce soutien amical, Thomas va en avoir besoin pour affronter ses juges. Pas trop mal. Messieurs, nous sommes réunis ce soir pour juger la pièce du pays Jacob dit Breton et savoir s'il est digne d'être reçu compagnon. Des mois entiers de travail. Et Thomas n'a qu'une demi-heure pour convaincre le jury. L'intérieur a été repris aussi à la ponceuse pour créer des jeux de lumière à l'intérieur. C'est poncé au gros grain, comme le toit. Pour l'instant, le jeune homme s'en sort bien. Mais les jurés ne lui font aucun cadeau. Et globalement, vous en pensez quoi de votre pièce? Vous êtes satisfait?
C'est une question qu'on me pose depuis tout à l'heure et j'ai du mal à répondre. Enfin, le plus important, c'est la pièce finale, ok. Mais c'est surtout de la conception pour en arriver là, quoi. Une étape de ce travail n'est pas présente dans vos plans. L'étude de moulage. Quand vous coulez le bronze, il y a un souci au niveau des petites de tuyaux que vous mettez là pour que ça puisse se diffuser un peu partout. Si ça, c'est pas bon, la pièce, elle est morte. Alors que Thomas perd contenance, Laurent, son mentor, vient à sa rescousse. Il faut savoir qu'en fonderie, il y en a toujours des défauts. Il n'y a pas une seule pièce qui ne comporte pas un défaut. Me trompe? C'est une vraie pièce réussie. Donc je pense que là, il est question de fonderie et d'art. Je crois que ça fait partie du truc. Breton, on va vous demander de nous laisser pour la délibération. Merci. Les quelques minutes d'attente sont interminables. Enfin, Breton, après délibération, le corps des métiers des compagnons COR métalliques fondeurs du devoir te juge capable et digne d'être reçu compagnon. Félicitations. Content, même si j'essaye de calmer un peu ça, parce que c'est pas mon genre d'éclater de joie comme ça, mais ouais, je suis content. Et un peu de fierté. pour la fonderie Gilet, c'est aussi une victoire. À toi. Avec son diplôme en poche, Thomas a décidé de signer pour une année supplémentaire. C'est un super boulot. Et après, content qu'il reste, oui, parce que du coup, il va pouvoir mettre en pratique ce qu'il a appris là et pour en faire profiter la fonderie. La transmission. C'est peut-être ça la clé pour faire perdurer nos savoir-faire. Et donner un nouvel avenir aux entreprises du Made in France qui font vivre dans notre pays des millions de familles. Depuis jeudi matin, le salon du Made in France a ouvert ses portes à Paris. Les allées ne désemplissent pas et il y a un stand qui fait sensation. Bonne journée. Merci. Carte, voilà. Ah bah c'est là. L'homme derrière la caisse. Alors on va en conteneur, au camion. Il n'y a pas de problème, on peut vous livrer chez vous. C'est celui pour qui la France a eu un coup de cœur cette semaine. François Marciano, le patron de Duralex qui avait lancé un appel à tous les Français pour sauver l'entreprise. Pour mettre sa gamelle au midi, il n'y a pas de souci, quoi. Alors c'est plus qu'une sacrée semaine. Ça a été hyper compliqué parce que on ne s'attendait pas du tout, mais pas du tout à la réaction des Français. On avait dit avec les associés, on va faire, 3 millions en 5 semaines. Et en fait, en 5 heures, 40 minutes, on avait atteint les 5 millions. Et après, on faisait du 1 million à l'heure. Jusqu'à 19, on a stoppé à 19 parce que après, on ne veut pas frustrer les personnes. On était sur un nuage. On est sur un nuage. On est sur un nuage. La loi les oblige à n'utiliser que 5 millions sur les 19 promis par les Français. On n'est pas encore sauvés. Il nous faudra 3 ans pour atteindre le seuil de rentabilité. Ce seuil de rentabilité est à 35 millions. On espère, fin de l'année prochaine, début 2027, atteindre ce seuil. Ça, c'est des tasses. Tasses à café. Quand vous recevez des mots, quand vous recevez des chèques, parce qu'on reçoit des chèques à l'usine en disant pour votre soutien, ne lâchez rien, avec des mots, ça vous pince le cœur. C'est tellement gentil, tellement agréable d'être supporté comme vous. Donc, on ne peut que gagner quand on voit ça, en fait. Pour se démarquer des concurrents étrangers, le Made in France ne se contente plus de savoir-faire. Il doit aussi proposer des produits innovants. Bonjour. À 30 ans, Marie a monté sa boîte de cosmétiques il y a seulement 1 an et demi et elle a déjà remporté 2 prix au fameux concours Lépine. Alors ici, on mêle innovation technologique et Made in France. Vous avez créé un rouge à lèvres un petit peu particulier. J'ai inventé un rouge à lèvres qui réunit plusieurs teintes dans un seul tube. Donc très pratique, on peut en porter partout avec soi et avec toutes la couleur du matin, la couleur de l'après-midi, la couleur du soir. Exactement, exactement. Mais ces couleurs, elles sont recommandées grâce à un diagnostic par intelligence artificielle. Et c'est Made in France
et vegan. Exactement. On peut tester? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Grâce à cette technologie qui utilise l'intelligence artificielle, son système analyse la couleur de la peau, Pas mal. des yeux, des cheveux et la forme du visage pour proposer les teintes de rouge à lèvres idéales. Résultat. Ouf. Déjà. Donc, ici, vous avez des teintes qui tirent voilà, un petit peu plus sur le rosé, d'autres qui sont nude. Et je peux choisir en fonction de mes goûts les trois teintes qui me plaisent le plus. Alors, partons sur le 21, par exemple, le 9 et le 55 pour tenter un peu de rouge. Donc, on va fabriquer mon rouge à lèvres personnalisé. Et en attendant, vous allez m'expliquer le démarrage de cette histoire. On a tout fait par nos propres moyens. On a nous-mêmes inventé notre propre intelligence artificielle. Et effectivement, c'est un grand défi de faire tout ça en France parce que forcément, c'est des coûts qui sont plus importants et des temps qui sont aussi plus longs. Quand nous, on s'est lancé dans l'aventure, on a regardé par curiosité quels étaient les tarifs. Et pour nous, ça nous coûtait 3 fois moins cher de faire fabriquer à l'autre bout du monde que de le faire en France. Sa société basée à Paris compte 6 salariés. Et pour l'instant, les ventes, principalement sur Internet, sont plutôt bonnes. Même si le prix reste assez élevé, presque aussi cher qu'une marque de luxe. Pourquoi Made in France, Marie? Pourquoi ce choix-là? La France, on est le fief de la cosmétique. Donc, il faut qu'on continue de le promouvoir, d'être innovant, d'allier la technologie pour vraiment améliorer nos quotidiens et ce magnifique rouge à lèvres. On le fabrique, ce rouge à lèvres? Eh bien, parfait. On vous le fait sur mesure tout de suite. Allez, montrez-moi. Alors, mes 3 donc là, ce sont les 3 teintes qui sont mon diagnostic. exactement, qui sont faites sur mesure, rien que pour vous. Hein, là, je vais refermer votre rouge à lèvres. Et le voici. J'essaye? Avec grand plaisir. Allez, on part sur un joli petit rose. Hop. Ben voilà. Magnifique ce rose. Je crois qu'on est sur une teinte qui est correspondante. Ah ouais, complètement. Ça met vos yeux en valeur, ça donne bonne mine. Et ben, je suis ravie. C'est très joli en tout cas. Merci infiniment. Merci à vous. Comme Marie, ils sont de plus en plus nombreux à avoir de bonnes idées en pariant sur le fabriqué français. Il faut dire que le public n'a jamais été aussi cocorico. Ça nous tient à cœur de voir un petit peu la force de notre patrimoine et ce qu'on peut faire aussi en France. Ça va. Après, oui, ça reste plus cher que si c'est pas du Made in France, mais ça vaut le coup. Il vaut mieux mettre le prix pour que ça dure plus longtemps. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir l'innovation et de voir les entreprises traditionnelles, comment elles s'étaient réinventées aujourd'hui éventuellement. On ne cherche pas les bonnes affaires, on cherche les bons produits. Et ça nous pousse justement dans le futur à consommer de plus en plus de Made in France. Au milieu des allées, nous retrouvons Guillaume Gibaud. Il y a 14 ans, il a été l'un des premiers à parier sur le Made in France avec ses fameux slips. Après des débuts en fanfare, il a connu une crise à cause de ses prix trop élevés. Les Français, ils ont envie de soutenir Made in France, on le voit ici, mais le sujet, c'est le prix. La fabrication française, elle coûte un peu plus cher. Nous, on a fait grandir l'entreprise de slip français pendant 10 ans avec un produit qu'on vendait 40 €, ce qui est cher, qui est un produit cadeau. Et au bout d'un moment, on voyait qu'on ne pouvait plus continuer à maintenir ce volume. Ouais. Pour s'en sortir, il a donc fait un pari risqué. Monter sa propre usine. Objectif, faire du volume et diviser les coûts de production par 2. On arrive aujourd'hui à fabriquer 3000 slips par jour dans notre usine. On a 50 personnes. Et on arrive à montrer qu'on peut vendre un sous-vêtement entre 15 et 20 € entièrement fabriqué en France. Donc diviser le prix par 2, c'est diviser le prix par 2, ouais, c'est costaud. Et la stratégie commence à payer. Les ventes ont progressé de 10% en un an. Un de vos coups de cœur sur le salon, qui montre que c'est possible de produire en France et à bas coût, c'est une brosse à dents. Exactement. À moins d'1 €, à 99 centimes. Ils sont là, vous les connaissez. Biofetil qui a lancé du coup la marque Les Vertueux. On va voir si Olivier est là. Olivier Remoissonnet a repris la brosserie française en 2012. Une maison presque bicentenaire, 100% fabriquée en France, avec des prix toujours très accessibles. Comment on fait pour fabriquer et vendre une brosse à dents à 99 centimes en gagnant quand même sa vie, cher monsieur? Le secret, il passe par le retour décomplexé au marché de volume. Nous, on a fait le pari il y a 1 an de lancer 500 000 brosses à dents sans une seule commande pour avoir une manière de contracter nos coûts et arriver à positionner un produit à 99 centimes. Et bien en fait, 14 mois plus tard, on a dépassé les 1 million de brosses à dents écoulées en grande distribution. Cette brosse à dents, aujourd'hui, elle a un bilan carbone 3 à 4 fois moins élevé que n'importe quelle brosse à dents face à elle. Donc mais on ça, n'est faut pas le cher. faut le dire. Vous croyez en l'avenir du Made in France, tous les deux? C'est un combat dont on est convaincu que c'est le bon sens de l'histoire. Donc oui, c'est difficile,
mais ça donne aussi du sens et de la fierté à ce qu'on fait. Vous espérez écouler combien de brosses à dents Sur le salon, on espère en écouler un peu salon. plus que les dernières. Les dernières, on avait fait à peu près 7 000 brosses à dents. On espère passer les 10 à 12 000 cette année. Allez, 10-12 000. On verra ça à la fin Mais du c'est salon. accessible, ouais. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Julien Courbet pour un inédit de Capital. Et nous, on a rendez-vous dans 15 jours pour un documentaire absolument bouleversant de Zone Interdite à ne pas manquer. Regardez. Ils s'appellent Pierre Laurent, Momo, Clara. Ils veulent vivre pleinement, comme nous tous. Leur différence ? Un petit truc en plus. Un chromosome supplémentaire qui affecte différentes zones du cerveau. En France, 65 000 personnes environ sont porteuses de trisomie 21. C'est pas contagieux, déjà. Moi, j'arrive à gérer, donc ça va. Grâce à une meilleure prise en charge, leur espérance de vie ne cesse d'augmenter. 10 ans en 1900, 40 ans dans les années 2000, plus de 60 ans aujourd'hui. Longtemps, ils ont été cachés dans des institutions. Et leurs parents ont dû se battre, génération après génération, pour qu'ils aient enfin des droits, comme celui de voter ou même d'avoir une vie amoureuse. Je t'aime, mon dragon. Mais le regard des autres met encore plus de temps à changer. Ouais, on me regardait bizarrement. On me disait tout le temps ce mot, mongol. Pour moi, ce sont des imbéciles. Excuse du terme. Et plus que quiconque, ils doivent toujours se battre pour s'épanouir et être heureux à chaque âge de la vie. On nous a donné le choix de l'abandonner et de ne pas nous juger. Pendant plusieurs mois, nous avons découvert ces personnes extraordinaires, hypersensibles, sans filtre. Elles nous font voir la vie autrement, avec un grand truc en plus. Tout de suite, ce sont les 20 ans d'enquête exclusive. Bernard de la Villardière vous emmène dans les coulisses de la guerre du futur. Drones furtifs ou encore sous-marins de combat sans équipage. Vous allez découvrir comment les armées, et notamment la nôtre, mettent au point dans le plus grand secret la défense de demain. Très bonne soirée à tous sur M6. Encore joyeux 20 ans, enquête exclusive. Et nous, à dans 15 jours.